Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges. On parle littérature et personnalité lorraine cette semaine avec nos deux invités. Et d'ailleurs, nos deux invités ont plusieurs points en commun. Tous deux sont écrivains, ont été ou sont encore journalistes et ils viennent nous parler de leur dernier ouvrage. Alix Sylvestre a reçu très récemment celui qu'on appelle le Goncourt lorrain, le prix Erckmann-Chatrian, pour son dernier roman, Le Gars de la Combe, aux éditions Territoire Témoin. Et justement, de Erckmann-Chatrian, il est question dans le livre de Vianney Huguenot, notre second invité, qui dresse le portrait ou retrace ses rencontres avec 100 personnalités lorraines. Les Glorieux, sans Lorrain d'ombre et de soleil, c'est le nom de son livre aux éditions La Valette, découverte pendant 26 minutes. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Alors, vous avez l'habitude d'écrire sur les autres, des portraits, des fictions, mais aujourd'hui, c'est de vous qu'on va parler. Est-ce que quand on lit vos livres, ça retrace votre personnalité, ou est-ce que quand on lit plus généralement les livres des écrivains, on en ressort la personnalité ou les contours, tout du moins, des écrivains qui les ont écrits? Alix, est-ce que... Oui, je pense. On est dans chaque personnage, on est dans chaque mot, dans chaque phrase. Et même mes amis me disent, quand je lis, ça me trouble un peu parce que je t'entends parler et au lieu d'être concentré sur ton personnage. Vianney, est-ce que vous partagez ce ressenti? Oui, tout à fait. Dans le style, on se retrouve. On dit qu'on nous retrouve. Et puis, dans son portrait de Lorrain, on me retrouve dans le sommaire. Parce que c'est des choix qui ont été faits, et forcément des choix subjectifs. Alors, pourquoi l'écriture, Alix? Alors, ça date pas d'hier, l'écriture. Donc, vous étiez journaliste, mais même avant, déjà, vous écriviez. C'est quelque chose qui vous anime depuis longtemps, je crois. Depuis toujours, depuis que j'ai eu la faculté de le dire, je disais à ma maman, moi, maman, je ne serai pas paysanne, je n'épouserai pas un cultivateur du village. Moi, je veux être journaliste ou écrivaine. Je ne savais pas, je disais pas écrivaine, ça ne se disait pas, et je ne savais pas qu'on pouvait être les deux. Donc, je me disais, oui, c'est dans ce monde-là que je veux être. Je veux écrire et bien parler et ne pas avoir l'accent des gens de mes villages. Je les adorais, tous ces gens, mais je voulais une autre vie que la leur, et mon grand-père me disait toujours, mais enfin, où veux-tu aller pour être mieux qu'ici? Et je lui disais, mais grand-père, si je ne vais pas ailleurs, je ne saurais pas qu'ici c'est bien. Et ça a commencé comment? Vous écriviez pour vous, des petites histoires? Des petits carnets, dès que j'ai su écrire, des petits carnets. Et puis après, les années passant, donc je suis devenue journaliste et j'écrivais parallèlement pour la littérature jeunesse. Parce que je me disais qu'il fallait quand même commencer par les petits lecteurs, que c'était plus à ma portée, parce que j'étais plutôt une personne complexée. Alors, petits lecteurs, ceux qui ne savent pas écrire, comme ça ils ne pourront pas trop me critiquer, et puis les un peu plus grands. Et puis donc, la retraite venue, j'ai finalisé des projets qui me tenaient à cœur, des histoires qui traînaient dans ma tête, des histoires longues qui prennent plusieurs mois d'élaboration. Donc les romans sont nés ainsi. Et pourtant, on sait que les petits lecteurs sont exigeants aussi. Ils sont exigeants, mais un livre pour enfants, il ne vous perturbe pas pendant des mois. Donc c'est pour ça que vous avez commencé comme ça, pour vous faire confiance finalement, en quelque sorte. Exactement, oui. Alors puis, donc, ces 4 romans, le dernier, Le Gars de la Combe, qui a reçu le prix Erckmann-Chatrian, le Goncourt lorrain, comme on l'appelle. Quels sont les premiers mots qui vous sont venus? Quels sont les sentiments qui vous ont traversé quand on vous a annoncé la nouvelle? La bonne note qu'on donne à l'élève qui a été sérieuse et ignorée, invisible pendant des années, ça je dois le dire. J'ai vécu des salons où on passait devant moi sans me voir, sans me regarder, et même encore récemment pour ce livre qui est primé. Et donc le prix, c'est un label, c'est une reconnaissance, et je le vois aussi dans les yeux des gens que je rencontre, et même mes amis, j'ai comme l'impression qu'ils vont m'inviter davantage. Il y a eu un avant et il y aura un après prix Erckmann-Chatrian. Oh oui, absolument. Je crois que ça va rejaillir aussi sur les suivants. Je serai un auteur qui a eu le prix Erckmann-Chatrian, oui. Et ça compte surtout dans le paysage lorrain, même au-delà? Je pense que ça peut compter aussi au-delà. Quand un éditeur reçoit un manuscrit, il tape sur Internet et il va voir quand même qui est la personne qui lui envoie. Et alors, s'il voit Erckmann-Chatrian, je pense qu'il se souviendra de Nicolas Mathieu, qu'il a eu en 2014. Par exemple, oui, on y reviendra tout à l'heure justement sur Nicolas Mathieu, mais Erckmann et Chatrian, ils trouvent leur place dans leur ouvrage, dans votre ouvrage, Vianney. Pourquoi?
C'est important. D'abord, c'est des personnages qui ont énormément compté dans la littérature, pas seulement la littérature régionale, la littérature française, comme le prix, d'ailleurs, je le redis, le prix Erckmann Chatrian, prix Goncourt-Lorrain, c'est un prix qui compte, c'est un des grands prix nationaux, c'est vraiment un beau prix, qui est peut-être pas assez connu à l'échelle nationale, je trouve. Et Erckmann Chatrian, c'est particulier, parce que c'est deux grands personnages lorrains, puis on se pose des questions, c'est leurs relations aussi qui sont fantastiques, et puis, je veux dire, c'est des gens qui traversent tous les territoires lorrains, qui sont élus par ailleurs, qui sont amis des uns et des autres. Il y en a un qui est ami de Jules Ferry et l'autre, ils sont des engagés aussi républicains, etc. Ils se partagent les rôles. Il y en a un qui a plutôt les idées, l'autre qui écrit. Ils se froissent aussi à un moment dans leur vie. Mais ces deux grands beaux personnages lorrains, je trouve qu'ils traduisent bien finalement notre région avec ses conflits, et puis c'est très très belles choses, ces choses flamboyantes. Alors, vous écrivez surtout sur la Lorraine, vous avez écrit sur les Vosges aussi. Vous n'êtes pas vraiment roman, vous, c'est plus le concret, du portrait. Vous aimez raconter le vécu, partager vos rencontres, en quelque sorte. Oui, c'est ça, c'est complètement. Moi, je ne suis pas du tout roman. D'ailleurs, je ne me considère pas du tout écrivain. Je suis auteur d'un ouvrage. J'étais auteur d'une quinzaine d'autres, mais qui étaient des essais, qui étaient des portraits. Et c'est vrai que j'aime bien. Alors, je trouve que le portrait, il est intéressant. Y compris, d'ailleurs, ça parle à Alix, y compris en journalisme, parce que le portrait nous ouvre finalement plein de perspectives. On est très libre, en fait, quand on écrit un portrait. Et on a plein de fenêtres pour rentrer dans la vie d'un personnage ou dans la vie d'un territoire. Et je trouve que le champ est très vaste et nous dit beaucoup de choses. Et puis, on peut gambader comme on veut quand on pratique le portrait. On parlait de Nicolas Mathieu tout à l'heure. On pourrait parler de Maria Pourchet, Jean-Paul Didier Laurent. Ce sont des écrivains vosgiens qui ont eu le prix Erckmann Chatrian. Ça ouvre des portes derrière, selon vous. Vous le disiez tout à l'heure, quand un éditeur voit qu'on a eu le prix Erckmann Chatrian, peut-être que ça aide. C'est ce que vous espérez, c'est ce que vous attendez? J'en suis persuadée. Mon éditeur de Nancy est très aimable et donc c'est d'accord avec lui. Je vais essayer peut-être d'être davantage diffusée et de taper chez les grands. Et il m'a dit, je m'en réjouirai pour toi, je ne serai pas vexée, humiliée. Nicolas Mathieu, justement, Vianney, vous en parlez aussi dans votre livre. Vous avez dépassé ces premières impressions qu'il vous laissait finalement. C'est une rencontre un peu particulière avec Nicolas Mathieu. Oui, c'est très particulier avec Nicolas Mathieu. Parce que je vais vous dire tout comme ça m'est passé par la tête. Il m'agaçait, ce personnage. Il m'agaçait vraiment. Je le trouvais arrogant. Et puis, comme quoi, il faut vraiment toujours dépasser ses a priori. C'est ça, la première impression. Et puis, c'est vrai qu'on a réfléchi avec l'éditeur. Il fallait que Nicolas Mathieu soit dans ce livre, franchement. Et il y a eu une rencontre, et une belle rencontre. Alors d'abord, j'ai beaucoup aimé parce qu'il est très franc. Il dit les choses comme il les pense, même quand ça peut être même un peu, comme on dit, politiquement incorrect. Quand il dit, moi, ma relation avec les Vosges, elle est très particulière. C'est un peu une relation d'amour et de haine avec les Vosges. Et il dit les choses très franco. Et puis, il est très à l'écoute. Il écoute vraiment les retours qu'on peut avoir sur son écriture. C'est quand même faire preuve d'une grande humilité quand on a été un prix Goncourt, prix Erckmann Chatrian, et qu'on dit, bah oui, j'admets que d'autres puissent porter un regard sur... Puisque je lui ai soumis le regard de deux de ses lecteurs sur son style et sur le fond. Et j'ai trouvé le personnage finalement extrêmement intéressant et passionnant. Voilà, donc je suis content d'avoir changé d'avis. C'est donc un récit de rencontres. Et puis il est magnifique son livre. Plutôt que de portraits exactement. Pour le coup sur. Je suis d'accord, c'est vraiment ça. C'est plus des rencontres, des récits de rencontres que des portraits. Par exemple, comme ça me vient à l'esprit Geneviève de Fontenay. Geneviève de Fontenay, il y en a eu des tonnes et des tonnes et des tonnes sur elle. J'ai pas eu envie. J'ai raconté les 2 heures que j'ai passées au restaurant avec elle, dans un restaurant parisien où on s'est fendu la gueule, pour parler vulgairement, où on a bu des coups, on s'est bien marré. Et je me suis dit, c'est plus intéressant pour le lecteur finalement d'entrer avec nous dans cette brasserie que de raconter des choses que tout le monde sait, quoi. C'est finalement un petit peu l'envers du décor. Et ouais, c'est les coulisses, aussi, souvent c'est les coulisses, tout à fait. Si on revient à la genèse du projet de ce livre, je vais le montrer quand même, je ne l'ai pas encore montré depuis le début. Les Glorieux sans Lorrain d'ombre et de soleil. Il y avait bien plus que 100 portraits au départ. Bah oui, parce qu'en fait, vous savez que c'est né tout à fait par hasard. Je me suis amusé un jour à faire un peu de tri dans mes archives. Et j'ai travaillé pour la presse, diverses presses, depuis 2005. Et j'ai classé tous les portraits que j'avais écrits. J'ai constaté que j'en avais entre 700 et 800 que j'avais écrits pour...
Et je me suis dit, Que sur des Lorrains? Non. J'ai compris des portraits. Le tout premier portrait, d'ailleurs, je le signale, il est paru, et ça parle à Alix, parce qu'il est paru à l'Est républicain. C'était un portrait d'Edgar Pisani. Et puis je me suis dit, il faut en faire quelque chose. Donc voilà, de fil en aiguille, j'ai rencontré l'éditeur qui m'a dit, moi, ça m'intéresse. C'est lui qui a trouvé ce titre des Glorieux, qui est une référence à Erckmann Chatrian. Hein. Ce sont les Glorieux, ils marchent, voilà. Et c'est né, en fait, c'est un hasard, ce bouquin, finalement. J'espère que le fruit du hasard sera bon. Mais Le hasard fait bien les choses, des fois. Ouais, le hasard fait bien les choses parfois. Ouais. Et alors, c'est pas forcément les 100 personnes les plus connues, c'est pas forcément... c'est celles, en tout cas, qui ont une personnalité ou qui vous ont touché, quelque part. Comment vous avez fait cette sélection? C'est pas facile sur Non, 700. c'est pas facile. Ça a été compliqué, ouais, effectivement. Ce sont alors d'abord, il y a eu des équilibres classiques, géographiques. Il fallait des Meurthe-et-Mosellans, des Vosgiens, des Meusiens, des Mosellans, bon, etc. Bon, on aurait pu mettre un peu plus de Vosgiens. Un peu plus, 32%, je crois, de Vosgiens. C'est pas mal. Et puis après, oui, effectivement, je me suis dit non. Par exemple, il n'y a pas Jules Ferry. Il n'y a pas Raymond Poincaré. Je me suis dit non, je vais prendre des personnalités connues ou pas connues, mais finalement qui nous interrogent sur la vie, sur ce qu'on est, qui nous posent des questions. Je pense à Darry Cool. Alors, ça parle, peut-être les jeunes, les plus jeunes qui nous regardent, ça va peut-être pas leur parler d'Darry Cool, mais c'était un fantastique comédien qui était avant tout un fantastique musicien. Et Darry Cool, il est né à Vittel, son père était médecin à Vittel. C'est une star à une époque. Et Darry Cool, quand on creuse dans sa vie, c'est une blessure profonde avec celle qu'il appelle notamment sa fausse mère. Il y a une relation très forte avec son père, mais il y a plein de blessures. Et ce zozotement qui va faire le grand succès de Darry Cool, ce zozotement, c'est aussi une conséquence de toutes ces blessures-là. Et on voit un homme qui se construit comme ça et finalement c'est des questions qu'on se pose, c'est un masque qu'il pose quand il va devant les caméras, alors qu'il y a une terrible souffrance derrière. Puis il y a aussi tout l'univers du jeu dans lequel il plonge à un moment. Donc voilà, j'ai voulu choisir des personnages qui nous interrogent et qui nous disent des choses sur nos vies, finalement. Et je pense que le choix, il s'est d'abord fait à partir de ça. On va au-delà de la simple découverte de la personne. Voilà, c'est vraiment... Oui. C'est pas une addition de portraits ou de ce qu'on appelle des grands Lorrains, avec des guillemets autour de grands. Mais non, c'est des gens qui nous interrogent, mais qui se font aussi additionner les 100, nous donne finalement un portrait subjectif de la Lorraine. De la Lorraine. On pourrait parler de Gilbert Thiel, qui a préfacé votre ouvrage. C'était une belle rencontre, Gilbert Thiel. Pourquoi vous lui avez demandé de préfacer votre livre? Parce que Gilbert, ça a été un coup de cœur. Moi, je l'ai rencontré, je tournais une émission avec lui. On s'est rencontrés, on est devenus amis très très vite. Et on s'est revus souvent, on s'est revus encore la semaine dernière. On aime bien manger ensemble, boire des coups ensemble, etc. C'est un type formidable. D'abord, c'est un personnage, moi, dont le parcours m'impressionne. Ce juge qui a quand même mis hors d'état de nuire des types comme Guy Georges et d'autres. Et derrière ça, j'ai senti assez vite le bonhomme d'une très très grande humanité, très très à l'écoute. Et puis j'aime la façon dont il écrit. Il a une belle plume et puis il a une gouaille, il a une gueule. Donc j'aime les gens qui ont une gueule, une vraie gueule comme ça. Il pourrait faire du cinéma, Gilbert Thiel. Hein. Et d'ailleurs, je crois qu'il en a fait un peu pour Canal+. Pour Engrenage, il a joué. Il était conseiller pour la série. Donc voilà, c'est quelqu'un qui avait toute sa place dans il a une gueule d'acteur. Il pourrait avoir une deuxième carrière, Gilbert. Vous dites, Yannick, ce livre, c'est en quelque sorte un hall de gare. Comme Alix a dit, par exemple, que le covoiturage peut vous inspirer. Finalement, vos écrits se basent souvent sur des rencontres. C'est d'ailleurs le cas pour celle-ci, une rencontre dans l'Ain. C'est le point de départ de ce bouquin. Il me faut au départ une émotion vraie qui suscite un développement intellectuel, une construction rationnelle. Au départ, c'est l'émotion. Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. Là, c'était dans l'Ain, c'était cette petite maison qui avait été reconstruite pierre par pierre par un gars venu s'échouer là après une chute. Il avait perdu un peu les pédales. Et il a reconstruit la maison et c'était une façon de se reconstruire. Alors, je ne l'ai pas rencontré, mais c'est mon fils qui l'a rencontré et qui m'a amené vers cette maison pour me le faire rencontrer. Mais il était reparti vers sa vie d'avant. Et donc, ça a mûri en moi et ça s'est rencontré avec une autre histoire, justement, en Blablacar, un prof
Bon, je fais des longs voyages en Blablacar, il faut au moins 6 heures pour que quelqu'un vous ouvre son cœur. Ouais. Et donc, il était prof et il m'avait dit, oui, son burn-out, il m'avait dit un jour, j'ai cru que mon cœur allait exploser. Cette phrase, elle est dans le livre, là aussi. Et donc, j'ai rejoint le gars dans sa petite maison et ce prof, et j'ai fait un personnage. Donc, c'est vraiment nourri de réel. On va en reparler dans quelques instants de ce livre, Le gars de la combe, mais sans tout nous dévoiler, bien sûr, hein. Mais juste avant, je propose qu'on fasse une petite pause et qu'on s'intéresse aux librairies indépendantes avec ce reportage sur une nouvelle librairie à Vittel. Le reportage est signé Marie-Danielle Rogovitz et Louise Amouda. C'est un commerce de proximité qui a pignon sur rue au centre de Vittel. Parce qu'elle conçoit la littérature comme un partage, Isabelle a osé ouvrir au printemps dernier une librairie. En province, c'était une prise de risque, mais c'était sans compter sur la féerie des mots, le nom de sa boutique. Risqué sans doute. J'ai dit j'essaye. C'est un gros boulot de départ, surtout quand c'est une reconversion. Donc ça m'a pris de nombreux mois. De nombreux mois de travail, mais de nombreux mois de bonheur pour arriver à ça maintenant. Et l'idée de la féerie des mots, c'est partager la féerie de la vie par les mots. Samedi dernier, participant à la quinzaine des librairies indépendantes du Grand Est, Isabelle avait convié Julia Billet pour une rencontre avec cette auteure spinalienne désormais. On lui doit des romans, recueils et nouvelles, des livres pour la jeunesse, des BD également, dont La guerre de Catherine, primée à Angoulême. Si les mots ont été son refuge dans l'enfance, ils ont aussi pour elle le goût de la liberté. Je crois que les livres aujourd'hui, comme avant, mais peut-être encore plus aujourd'hui, c'est vraiment un lieu qui permet d'apprendre à être libre, d'apprendre à penser, à accepter aussi ses émotions. Et pour moi, c'est presque militant que d'écrire en jeunesse parce que j'ai vraiment envie que les enfants aient dans leurs mains des mots, des histoires. Ça fait partie d'une de mes missions de ma vie. Il n'y avait plus de librairie depuis plusieurs années sur Vittel, alors la féerie des mots a su trouver son public. Je trouve déjà très important de pouvoir soutenir les commerces locaux et qu'une librairie indépendante s'ouvre dans une petite ville, on va dire, comme une moyenne comme Vittel, c'est très important. Et le pourquoi on est là, d'ailleurs, et qu'on vient acheter nos livres à la librairie. On en compte moins de 10 dans les Vosges, mais on le sait depuis le confinement dû au Covid, les librairies sont des commerces essentiels. Alors la dernière née dans le département a toute sa raison d'être. L'importance des librairies indépendantes ne me contredirait pas sur ce point, je pense. On ne peut que encourager et soutenir ces créations Vianney. Ah oui, moi, je suis totalement d'accord. Il faut souligner leur courage. C'est vraiment des aventuriers, hein. C'est des nouveaux résistants, comme je dis souvent. Parce que c'est pas facile, hein. Il y a une grosse concurrence. Et vraiment, alors, c'est notre responsabilité de consommateur aussi d'aller dans ces commerces indépendants. Librairies et autres. Et autres, bien sûr. Justement, d'un libraire, il est question dans votre roman Alix, tout comme il est question d'un SDF, sa chienne. Ce livre, cette histoire, vous nous en parliez un tout petit peu juste avant qu'on regarde ce reportage, mais ça montre aussi l'espoir, la deuxième chance que peut nous offrir la vie, en quelque sorte. Oui, absolument. Plus qu'autrefois, il y a souvent dans les vies, maintenant dans les itinéraires, une coupure à la quarantaine. On change de partenaire, on change d'orientation, on rebat les cartes. Et j'ai souvent rencontré, oui, ces hommes, ces femmes qui redonnent un nouveau tour à leur vie. Et c'est pas facile parce qu'on traîne le poids de la vie précédente. C'est pas facile d'aimer de nouveau quand on traîne le poids d'un amour avec toutes ses brisures. Et c'est la même chose aussi pour la profession. Il faut reconsidérer, se renouveler. Et donc, dans ce roman, oui, on voit un homme de 40 ans qui rencontre, à un moment donné, loin dans le roman, une jeune femme qui a déjà une vie lourde derrière elle, et qui a un enfant, fruit d'un autre amour. Et lui, comme il a eu déjà des difficultés, qu'il ne se sent pas un super homme, il se dit, je ne pourrai jamais porter tout ça. Et ça, j'avais envie de parler de cette fragilité-là et cette difficulté-là de la seconde vie. Quelque chose qui est ressenti, est-ce que c'est les retours? Quels sont les retours que vous avez eus
en échangeant avec vos lecteurs de ce livre? On me dit, j'ai aimé tes personnages, ils sont attachants, j'ai aimé les retrouver, j'essayais de ne pas aller trop vite pour rester avec eux. Et ça, c'est un grand compliment. Et on me disait aussi, il y a de la tendresse et comme ça fait du bien. Vianney, est-ce que toutes les personnes qui sont dans ce livre, en tout cas toutes celles qui sont encore parmi nous, vous les avez rencontrées? Oui, toutes. Toutes. Et c'était souvent des... Alors parfois longuement, parfois j'ai passé une journée avec, parfois j'ai passé juste 1 heure au téléphone. Mais ça a été vraiment des beaux moments. Ça part aussi un peu... Je fais écho à ce que disait Alix à l'instant, ça part aussi de quelque chose, c'est une étincelle finalement. C'est parfois juste un regard qui va nous allumer, qui va nous faire aller plus loin avec la personne qu'on croise et se dire mais ce regard-là, il faut que j'aille chercher derrière, il faut que j'aille faire quelque chose. Donc là, c'est plus ou moins long, mais effectivement, je les ai tous rencontrés, toutes et tous. Alors, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, vous les avez classifiés. Ah oui, ça c'est compliqué. Alors, c'est pas toujours évident. Oh, non. Pour certains qui pourraient être tout à la fois ou plein de choses, les audacieux, les artistes, les précurseurs, les médiatiques, c'est pas facile de faire ce choix. Il a fallu les mettre dans une case, c'était plus pour une question de lisibilité. Oui, c'est ça, c'est une question de lisibilité. Puis on voulait des têtes de chapitre avec des dessins du dessinateur Philippe Laurin, moi qui m'a souvent accompagné dans mes portraits, qui est un superbe peintre et dessinateur. Donc voilà, c'était une classification, mais c'est vrai qu'il y en a qui pourraient être quasiment dans tous. Hein. Oui, c'est ça. Quasiment dans tous. Mais oui, c'était plus pour guider aussi le lecteur. Alors moi, je suis content parce que les lecteurs me disent souvent, on picore, c'est-à-dire on lit un portrait par jour. Voilà, c'est pas quelque chose qui nous plombe la tête, quoi. Hein. Oui, on prend au gré de ses envies, finalement, oui, c'est ça, en fonction de ce qu'on a envie de lire au moment-là. Vous l'avez dit tout à l'heure, en sélectionner 100, c'était quand même pas facile, peut-être un défi même. Est-ce qu'il y aura un deuxième tome? C'est une discussion qu'on a souvent avec l'éditeur. Je pense que oui. En tout cas, ce qui est très marrant, c'est que sur les dédicaces que je fais en librairie ou en salon, quand les gens viennent me voir, ils me disent ils me font des suggestions sur le tome 2. Ils me disent, il ne faudra pas oublier celui-là la prochaine fois. Puis vous penserez à celui-là la prochaine fois. Je trouve ça absolument fantastique qu'on vienne me proposer tous ces noms-là. Et je note tout. Après, ça va être la complexité de la sélection. C'est ça, de les hein. sélectionner. Et justement, est-ce qu'il y en a certains, vous savez, qui figureront dans le deuxième tome? Est-ce qu'on peut avoir cette petite exclusivité? Il y en a, je suis absolument certain. Oui, je pense, il me vient à l'esprit Pierre-Henri Tedjen, qui est un grand universitaire, un très grand résistant, qui était à l'université de Nancy. Je pense à... par exemple, j'aime beaucoup le personnage de Jules Ferry. Et même si... je veux absolument le traiter, et il est déjà écrit d'ailleurs ce portrait de Jules Ferry, parce que je trouve que c'est un personnage fantastique. Voilà, oui, il y a des gens qui sont déjà bien notés. Bien notés, qui auront leur place. Qui seront... et alors c'est promis, parce que on parlait des équilibres tout à l'heure. Il y a un équilibre que j'ai loupé. Je dis ça parce qu'Alix est là, mais il y a un équilibre que j'ai loupé, c'est la parité. On a 1 tiers de femmes, 2 tiers d'hommes. On tentera le coup du 50-50. Alix va s'en aller dans quelques instants. Donc Alix a sa place, par exemple, dans un livre comme ça. Parce que, à sa façon, vraiment, elle est je vois là, il y a 7 ou 8 romanciers et écrivains. Alix a tout à fait sa place dans un livre comme celui-là, c'est clair. Volontiers. On est d'accord. Hein. Et puis on parlait de parité sur le prix Erckmann-Chatrian, on en parlait avant cette émission. Ça n'a pas souvent été des femmes en tout cas. Non, alors pourquoi? Est-ce qu'elles ne se présentaient pas? Est-ce qu'elles n'osaient pas? Est-ce qu'elles n'avaient rien à dire? Est-ce qu'elles étaient tellement occupées aux tâches ménagères qu'elles n'écrivaient pas ou qu'elles ne se présentaient pas? Voilà. Enfin, donc depuis quelques années, donc les femmes émergent. Et là, je suis contente. Il y a 3 ans qu'il n'y avait pas eu de femmes. Et vraiment, je suis très heureuse de mettre mon nom dans cette longue liste. Du prix Erckmann-Chatrian. Est-ce qu'il y a encore des dédicaces au programme pour vous, des rencontres avec le public qui sont importantes? Oui, ce vendredi, au Quai des Mots, à Épinal. Parfait, c'est noté. Et pour la suite, un 5e, un 6e roman? Oui, j'en ai déjà 2 autres qui sont prêts. Et qu'est-ce qu'on peut savoir dessus? Non, rien. Rien du tout? Non, rien. J'ai appris à écrire beaucoup et vite dans le journalisme. Et donc, c'est pour ça, c'est prêt. Et c'est nourri du réel. Et mon réel est riche, bien sûr, quand on arrive
à l'automne de la vie, on a des moissons. Elle lâche pas de scoop. Hein. Elle lâche rien du tout. C'est pas facile, en effet. Et il faudra attendre combien de temps alors pour en savoir plus? Vous envisagez ça dans combien de... Là, ça va dépendre de la réponse, ça va dépendre de la pêche à la ligne. Est-ce que je vais réussir à captiver un grand éditeur? Les grandes maisons, comme Actes Sud par exemple, c'est 500 manuscrits par mois. Oui. Ah oui. Il faut être patient. Donc voilà, comment percer, comment les émouvoir, comment être dans ce qui va plaire aux lecteurs d'aujourd'hui. Moi, à mon âge, je ne sais pas. Mais peut-être que la tendresse est éternelle et que ça peut passer. J'espère. Hein. Et ben on suivra ça de près. Vianney, des dédicaces encore prévues là d'ici Au la fin de printemps. l'année? Au printemps, plus pour l'instant. Plus pour l'instant. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir Merci été beaucoup. sur notre plateau. Merci. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière de la saison. Et je vous dis à très bientôt.